Un reportage au cœur du service de santé des armées présent sur l'opération Barkhane. Voilà ce que nous a donc proposé le documentaire que nous venons de voir, Engagé pour la vie, réalisé par Christophe Barrère. Avec cette opération, ce sont quelques 5100 militaires français qui sont engagés au Sahel. Leur mission, lutter contre des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Au bout de 7 ans, quel bilan peut-on tirer de cette opération? Et faut-il ou pas maintenir coûte que coûte notre présence militaire au Sahel? Nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de Débat Doc, en commençant par vous, Isabelle Lasserre, bienvenue. Vous êtes journaliste, correspondante diplomatique pour le Figaro, spécialiste de politique internationale et co-auteur de Notre guerre secrète au Mali, les nouvelles menaces contre la France, publié chez Fayard, un ouvrage que vous avez coécrit avec votre confrère Thierry Oberlé. Puis en face de vous, Jean-Michel Jacques. Bienvenue à vous, Jean-Michel Jacques. Vous êtes député La République En Marche du Morbihan, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Et puis, à l'âge de 18 ans, et c'était en 1988, vous vous êtes engagé dans la Marine nationale. Vous y êtes resté plus de 23 ans avec une formation d'infirmier militaire, dont 17 années passées dans les forces spéciales. Vous êtes intervenu notamment en Afghanistan. Et votre dernière mission a eu lieu justement au Mali, au Sahel, où sont présentes les forces françaises actuellement. Et puis enfin avec nous en webcam, Vincent Hugeux, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui grand reporter indépendant, vous êtes spécialiste de l'Afrique, du Proche-Orient et de politique internationale et auteur entre autres de Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial que vous venez de publier chez Perrin. C'est tout chaud, hein, ce livre que vous venez d'écrire et de publier chez Perrin. Jean-Michel Jacques, je commence avec vous, je l'ai dit, 23 ans passés dans la Marine nationale, 17 ans passés dans nos forces spéciales, et avec une formation d'infirmier. Il est dit dans ce documentaire que les services de santé de l'armée ont considérablement évolué au fil des conflits. Est-ce que vous le confirmez au vu de votre propre expérience? Est-ce que les choses ont beaucoup évolué lorsque vous étiez, vous, présent sur le terrain, sur les zones de guerre en Afghanistan, et sur ce qu'on a vu ici dans ce documentaire avec la force Barkhane? Oui, les progrès ont été énormes. Si on se réfère aux années 80, par exemple, ou au début des années 90, par exemple au conflit en ex-Yougoslavie, même le sauvetage au combat, en fait, c'est-à-dire le secours aux combattants fait par le premier échelon, c'est-à-dire le camarade qui va secourir son frère d'armes, les choses ont évolué. Le secourisme a évolué, la prise en charge médicale a évolué et la fonction d'infirmier au sein des régiments a beaucoup évolué entre ces différentes années. Et ce reportage le montre très bien. Il y a une évolution technique et une évolution aussi du matériel. Quels sont les premiers soins qu'on donne à un camarade qui tombe en opération spéciale lorsqu'on fait partie justement des forces spéciales? Le premier soin, on arrive à le sauver? Le premier soin, c'est déjà de protéger le dispositif. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on est soignant au combat, ou dans un milieu hostile, la première chose à faire, c'est de défendre déjà l'intégrité physique du blessé, de soi-même et de ses coéquipiers. Donc le premier finalement acte de secours, de sauvetage, sera d'avoir une position adéquate pour pouvoir protéger l'ensemble du dispositif. Et ensuite, c'est tout de suite une première analyse de la situation. Et bien souvent, c'est des actes assez simples. Garrot, pansement compressif, des choses faciles, efficaces, et qui permettent déjà d'extraire le blessé de la zone de combat pour le protéger. Alors, lorsqu'on a été formé à être infirmier militaire, comme ça a été votre cas, on a entendu un témoignage ici, il y a un cas de conscience. C'est-à-dire que vous êtes sur une zone de combat pour sauver les vies de vos camarades, mais vous pouvez être aussi amené à tuer vos adversaires. Est-ce que vous avez été confronté à ce cas de figure? Est-ce que vous avez dû tuer un adversaire, tout en ayant bien sûr à donner les premiers soins à vos camarades qui sont au combat à vos côtés? Alors ce que vous évoquez, c'est un petit peu la zone grise, ou le brouillard de la guerre, où finalement les choses ne sont pas forcément tout à fait comme dans la vie ordinaire. Pour répondre à votre question, directement, je n'ai pas eu l'occasion de devoir tuer quelqu'un, mais si ça rentrait dans les prérogatives de ma mission, bien qu'en étant soignant, de toute façon, je l'aurais fait. Parce qu'il faut... Vous appelez la fameuse zone grise. C'est ça. Et puis,
Finalement, il ne faut pas oublier qu'un militaire, c'est un métier pas comme un autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la singularité militaire. Lorsque l'on est soignant et que l'on est militaire, on reste militaire. Et donc, nous avons une mission à accomplir, des règles d'engagement à préserver, un mandat bien particulier. Et avec tous ces facteurs, et au vu de la situation, si on a des blessés amis, ennemis, si la situation est hostile ou pas, eh bien, on fait des choix. Alors, on va bien sûr parler de l'opération Barkhane. C'est le sujet de cette émission. Elle succède à l'opération Serval, qui se déroulait dans la même zone. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Regardez cette carte concernant cette fameuse opération Barkhane. Voici les pays où sont présents les forces françaises. 5100 militaires français en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Cette zone de combat représente 3000 km² de long et 1000 km de large. Autrement dit, cette zone de guerre, on va l'appeler comme ça, elle est nommée comme cela dans ce documentaire, correspond à peu de choses près à l'Europe. C'est considérable. Et voilà pourquoi on vous montre cette carte. Puis regardez à nouveau cette carte. Il y a cette fameuse zone dite des 3 frontières dont on reparlera peut-être à l'occasion de ce débat. Elle est située à la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et c'est là qu'ont eu lieu un certain nombre de combats très importants dans le cadre de cette opération. Isabelle Lasserre, 8 ans après maintenant le début de cette opération, que peut-on dire du bilan des forces françaises engagées sur place? Est-ce que François Hollande, qui avait été accueilli en libérateur en janvier 2013 à l'issue de l'opération Serval, qui précédait l'opération Barkhane, est-ce qu'on en est toujours là à cette fameuse victoire obtenue par la France et vécue comme telle par François Hollande lorsqu'il avait débarqué à Bamako, accueilli encore une fois en vainqueur? Est-ce qu'on en est toujours là? Non, évidemment, les choses ont évolué. À l'époque, il y a eu une vraie victoire militaire et il y a eu une intervention française à partir qui a été déclenchée à la demande du gouvernement local dans une situation de crise et d'urgence. Donc à l'époque, on a réussi à juguler la menace terroriste. Aujourd'hui, 8 ans après, les choses sont assez différentes. Les Français sont toujours là, mais ils le sont différemment. Les succès militaires continuent à exister puisque les troupes françaises coupent la tête, Enfin non, c'est une mauvaise manière de parler en ce moment, mais réussissent à éradiquer certaines parties de groupes terroristes. Pour le reste, force est de constater que l'intervention française a été un échec, ou en tout cas est en demi-teinte, et notamment pour tout ce qui concerne la partie politique et économique. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à relever les États qui sont des États faillis, à leur inculquer un peu d'énergie pour prendre en compte toutes les questions de justice, de développement et d'assurer eux-mêmes la sécurité de leur pays. On n'a pas réussi à former des armées locales qui étaient censées normalement, dans la vision française, prendre peu à peu le relais des troupes françaises et de leurs alliés. Donc ça non plus, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à faire repartir les pays au niveau économique. Et quatrième chose, on n'a pas réussi à créer un élan international autour de l'intervention française. Alors l'apparence est sauve et le symbole en politique internationale est souvent important, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux pays européens qui se sont agrégés à l'opération française, mais en fait, dans les faits, c'est très peu de soldats. Vincent Hugeux, sur un plan strictement militaire, l'objectif, la mission a été de contenir les djihadistes émanant à la fois de branches d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Est-ce que sur ce plan militaire, cette opération Barkhane a rencontré des victoires, a atteint ses objectifs? Écoutez, on juge de la pertinence et de la réussite d'une initiative militaire à la conformité entre les buts de guerre affichés initialement et les résultats de terrain. Si le but de guerre était l'anéantissement du fléau et du péril djihadiste, la réponse est clairement non. Si le but de guerre était de contenir la menace en question, eh bien on peut dire que ça a été partiellement réussi, mais partiellement seulement. Car au fond, le dispositif Barkhane s'acquitte avec bravoure d'une mission
impossible. La guerre dans laquelle il est engagé aujourd'hui est une guerre ingagnable en l'état, pour les raisons qui viennent d'être esquissées par Isabelle, à savoir que, et d'ailleurs c'est le chef d'état-major des armées qui le dit avec le plus d'éloquence, le général François Lecointre, une victoire strictement militaire n'a aucun sens, et des succès militaires au demeurant relatifs qui ne s'accompagnent pas d'une conquête ou d'une reconquête de l'espace civique, civil et étatique est un coup de sabre dans l'eau. Et c'est bien là où on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, on peut remporter des batailles, oui, il y en a qui sont gagnées, très clairement, mais gagner la guerre au sens global du terme, c'est une chimère. Que pensez-vous de la réaction de nos deux confrères? Oui, il y a beaucoup de propos sont très justes. Il ne faut pas amener la victoire autour juste de la fonction militaire, parce que, comme ça a été dit, il y a de belles victoires militaires et régulièrement, les troupes françaises neutralisent un certain nombre de chefs de groupes terroristes, même d'hommes et de matériel. Quand vous dites neutraliser, ils les tuent, puisqu'il y a un certain nombre de leaders de ces groupes djihadistes qui ont été tués au combat. Bien sûr. Par nos forces. C'est une guerre. Ouais. Mais d'à côté de ça, ce qui fera que ces pays se relèvent et que ces forces terroristes ne s'installent pas, ça va être l'essor économique. Et pour ça, il faut un continuum de sécurité, un continuum qui passe par le gendarme sur le terrain, qui soit vraiment présent, mais aussi par la présence d'écoles, de tribunaux. En fait, c'est tout ce tissu administratif et territorial qui doit s'inscrire vraiment sur ces différents pays, de façon à ce que l'aide au développement puisse se faire et ainsi empêcher finalement l'avancée des terroristes qui se nourrissent de toute façon de la misère des gens. Alors on va y revenir. Simplement, à quoi ressemble-t-elle réellement cette guerre? Est-ce qu'on parle d'une guérilla, d'une lutte antiterroriste? On va rappeler qu'il y a 51 soldats français qui sont morts à l'occasion de cette opération Barkhane et de l'opération Serval. Et qu'il y a eu par exemple 2000 victimes en 2019, la même chose à peu près en 2020, y compris des civils d'ailleurs. À quoi ressemble-t-elle cette guerre sur place, sur le terrain? On peut la qualifier, cette guerre? On rentre déjà dans l'espace des guerres hybrides. En fait, il y a une guerre, bien entendu, militaire, avec des combats, des confrontations directes entre les uns et les autres, quoique la plupart du temps, les groupes terroristes évitent le contact, parce que leur puissance de feu est bien souvent inférieure de celle des soldats français. Mais à côté de ça, il y a aussi une guerre d'influence qui se fait à travers la disparition des écoles, par exemple. On menace les instituteurs, les terroristes menacent les instituteurs de façon à ce qu'ils partent. Les enfants ne sont plus éduqués. D'un autre côté, l'économie est déstabilisée. Et donc, un côté militaire, un côté économique, et puis il y a aussi un côté informationnel. C'est-à-dire que de plus en plus, des polémiques sont lancées sur les réseaux, parce qu'on a beau être dans des zones assez désertiques, mais pas toutes, mais Internet passe. Et la 4G passe à certains endroits. Et l'information sur la bulle immatérielle existe aussi. Et donc, vous voyez, il y a tout un travail qui se fait et on est sur une guerre qui est déjà sur des aspects hybrides. Ce qui est important aussi, c'est que sur le plan démocratique, il y ait des avancées. Et ça ne nous appartient pas. C'est nos partenaires africains aussi de faire leur propre... Alors on va y revenir sur ces partenaires africains dans un instant. Vincent Hugeux veut réagir à ce que vous avez dit. Peut-être sur la nature même de cette guerre. Est-ce qu'on peut la décrire à vos yeux de la même façon qu'elle vient de l'être à l'instant? Oui, il y a ce qu'on appelle une dimension contre-insurrectionnelle dans ce conflit. C'est une conflictualité relativement inédite, parfaitement dissymétrique et qui contraint l'état-major français et les stratèges de Barkhane à une adaptabilité permanente. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, l'enjeu, ce n'est pas celui de la constitution au Sahel, d'une sorte d'émirat avec continuité territoriale, un peu sur le mode irako-syrien, voilà quelques années. En revanche, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la constitution de ce qu'on pourrait appeler un califat en peau de léopard, avec des zones qui, à l'échelon local, échappent totalement à l'autorité d'un État, d'ailleurs autorité virtuelle, parce que l'État a très souvent été absent, sinon dans le dédain depuis des décennies. Et n'oublions pas que les djihadistes ne s'imposent pas seulement dans le tissu social par l'abjecte coercition ou la cruauté sans borne. Ils s'inscrivent aussi dans ce tissu parce que parfois, ils se substituent à des données étatiques défaillantes, ils administrent leur justice,
qui n'est pas nécessairement la justice. Ils établissent leurs écoles. Ils réussissent à contracter, par exemple, des mariages coutumiers avec des chefs influents à l'échelon local. Donc l'idée qu'il y aurait, si vous voulez, une sorte de manichéisme massif, avec d'un côté les bons qui repoussent les djihadistes et de l'autre les odieux fous d'Allah, est une vision parfaitement occidentalocentrique et extrêmement simpliste. Isabelle Lasserre. Oui, et d'autant plus que la guerre qui opposait jusque-là les forces françaises au groupe djihadiste est en train de déraper et de se transformer. Enfin, elle fait des petits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est le cas au Mali et au Niger, mais on assiste à des affrontements entre bandes milices d'ethnies rivales. Par ailleurs, Donc des affrontements intercommunautaires, on peut les qualifier comme ça. Et d'ailleurs, par ailleurs, la question du djihadisme au Mali a fait complètement tache d'huile. Enfin, il y a une contagion dans toute la région. Donc c'est ça aussi qui est très différent du début. Mais moi, je voudrais aussi dire une chose, c'est que cette image du califat léopard qui a été utilisée par notre confrère à l'instant, vous partagez ce risque Bien évidemment, bien évidemment. Et c'est là... Et en fait, je trouve, et ce n'était pas le cas au début encore une fois, mais je trouve qu'aujourd'hui, la situation au Mali, moi, me fait penser de plus en plus à la situation en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on a, dans les deux cas, des armées locales qui n'ont pas réussi à prendre le relais parce qu'elles sont corrompues, parce qu'elles ne sont pas soutenues par les États. D'ailleurs, il n'y a pas d'État, ou alors il est très faible, parce qu'elles sont composées d'ethnies différentes, donc ça ne colle pas. On a une partie du territoire dans lesquels l'État central ne met plus les pieds. Des pouvoirs, une puissance occidentale un petit peu sur le recul et qui a envie quand même d'arrêter ces interventions qui finalement ne mènent nulle part. Et là, cerise sur le gâteau, on commence à parler au Mali de l'éventualité de négociations avec les djihadistes, comme on parle en Afghanistan, de négocier avec les talibans en se disant finalement, comme rien n'a marché, c'est peut-être la seule solution pour partir. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai parallèle. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. J'aurais tendance à mettre quand même... C'est effectivement assez inquiétant, cette analyse d'Isabelle Lasserre et de Vincent Hugeux. Oui, mais n'oublions pas quand même qu'il y a eu un certain nombre de victoires militaires qui permettent quand même aux différents États actuels, même s'ils sont faillis, de ne pas être la tête sous l'eau et de pouvoir quand même, tout doucement, et d'ailleurs entre le sommet de Pau et de N'Djamena, c'est-à-dire avec un an d'écart, on voit de façon objective une évolution. Du Sahel. Le dernier, c'était N'Djamena, effectivement, en Centrafrique. C'est ça. C'était en février dernier. Exactement. Et donc, on voit tout de même une progression. Si les forces françaises ou la coalition autour du Sahel n'étaient pas présentes, ça fait bien longtemps que ça serait des califats. Donc, bien entendu que c'est pas satisfaisant, mais n'oublions pas tout de même que si nous n'étions pas là, nous n'en serions pas là. Et que alors, il y a juste une question pour qu'on précise bien ce qui a été dit à l'instant. Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad. Voilà les 5 États dont nous parlons. Quels sont les États les plus structurés? Quels sont ces pays où il existe réellement un État? Et quels sont ces partenaires parmi ces 5 pays, les partenaires les plus fiables de ce point de vue-là pour faire alliance avec nos propres forces? Oui, clairement, la Mauritanie et le Tchad sont tous les deux mieux structurés et ont une efficacité sur le terrain qui est beaucoup plus grande. Mais c'est le bon exemple, justement, et c'est ce qui fait peut-être la force aussi de cette coalition des 5 pays africains, c'est aussi d'avoir qui est parmi eux, il y en a qui ont tout de même eu des avancées. Et il faut les soutenir parce que je trouve que ce serait terrible tout de même de les abandonner et de ne pas les laisser, ce qui ne veut pas dire rester éternellement là-bas. Il faut les aider à empêcher d'être submergés, mais maintenant c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de faire ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la présence sur le terrain. C'est-à-dire que ce gendarme qui va faire la loi du quotidien, avec un tribunal, avec une école, avec la présence physique. Lors d'une mission d'information, j'ai eu l'occasion d'aller du côté de Gao, et il n'y avait même plus de préfet. Et le gouverneur qui était censé gouverner le secteur était la plupart du temps à Bamako. Donc cet abandon aussi des propres acteurs fait que les choses sont difficiles. Depuis un an, on voit une progression. J'espère que ça va durer. Vincent Hugeux, vous souhaitez intervenir?
Oui, oui, je m'en veux un peu de casser l'ambiance, mais on a pour habitude de dire qu'il y aurait 3 maillons faibles au fond, au centre du dispositif, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina Faso, Oui, c'est ce et qui 2 vient d'être maillons dit, forts aux effectivement. extrémités. Oui, mais je conteste totalement cette vision pour une raison assez simple, c'est que s'agissant du Tchad, ce qui est souvent porté au nu pour le caractère performant de ces soldats, qui est indéniable, c'est un pays qui a payé un assez lourd tribut à ce combat. Le jour où Idriss Déby Itno quittera le pouvoir de gré ou de force, vous verrez les fragilités du dispositif politico-militaire de ce pays. Donc il y a une sorte aussi, je dirais, de légende urbaine sur l'armée tchadienne qui nous expose à de cuisantes déconvenues. Un autre point extrêmement inquiétant, c'est que très récemment, vous avez eu dans le cercle de Niono, au centre du Mali, un pacte qui a été d'ailleurs préparé, orchestré par des mandataires du Haut Conseil islamique du Mali, un pacte entre d'une part la Katiba Massina. La Katiba Massina, c'est en fait une Katiba djihadiste qui est liée à AQMI, à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et ce qu'on appelle les chasseurs traditionnels d'Ozo. Ce qui est important, ce n'est pas cette anecdote, c'est que l'effet mécanique de ce pacte, c'est au fond d'exclure à la fois les représentants de l'exécutif et les représentants des FAMA, des forces armées maliennes, au moment même où on nous rabat les oreilles avec la restauration, ou, soyons plus justes, l'instauration de l'autorité étatique. Et le hiatus entre Paris et Bamako, quoi qu'on vous dise à l'Élysée, là encore, ne nous payons pas de mots, le hiatus entre Bamako et Paris, il est patent et il est croissant. C'est-à-dire qu'à Paris, Emmanuel Macron nous répète qu'il n'est pas question de négocier par exemple avec Iyad Agrali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, qui est d'ailleurs désigné explicitement comme une cible prioritaire de nos forces. Et de l'autre côté, eh bien, les putschistes qui sont au pouvoir au Mali depuis août dernier, eux le disent d'ailleurs très ouvertement, ils veulent négocier avec tout le monde, y compris avec Iyad Agrali, y compris avec le patron de la Katiba Massina dont je viens de parler, qui s'appelle Amadou Koufa. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le dernier G5 du Sahel, où participent les 5 États de la zone, puis évidemment la France. Emmanuel Macron a fait savoir d'une part qu'il entendait réduire nos effectifs sur place, après les avoir augmentés de 600 militaires l'année précédente, et puis d'autre part d'y associer dans cette opération des partenaires européens, dont l'Allemagne. Est-ce que c'est un bon moyen de poursuivre cette opération et faut-il poursuivre cette opération? L'opinion française a l'air d'en douter puisque les derniers sondages, et pour la première fois, donnent une majorité à ceux ici en France qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de poursuivre cette opération. Peut-être que l'objectif de guerre est un peu moins bien compris dans l'opinion française, par exemple, là, aujourd'hui. Écoutez, c'est très compliqué parce qu'on est vis-à-vis du Mali dans ce que vous appeliez tout à l'heure une zone grise, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas 36 000 solutions. Si on part demain, c'est la catastrophe. Les djihadistes se répandent au Mali et ils se répandent dans absolument toute la région. Si on reste autrement dit, les 30 États ans, qui sont impliqués ne peuvent pas prendre le relais de ce qui se fait aujourd'hui avec l'opération Barkhane. Vous allez répondre. Si on reste 30 ans sans avoir tous les pouvoirs de restaurer les États locaux, l'économie locale, etc., ce qui s'appelle la colonisation, ça ne marche, ça ne peut pas marcher, et c'est pas ce qu'on va faire. Donc on est dans cette espèce de zone grise où on ne peut pas réussir, mais on ne peut pas partir non plus, parce qu'il est évident que même si enfin, les deux justifications à l'intervention française aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme et c'est la crainte de vagues migratoires. Alors il n'est pas prouvé que les attaques terroristes, enfin pour l'instant elles ne viennent pas du Sahel, elles viennent plutôt de chez nous. Enfin, ça peut changer dans 6 mois. Et l'idée d'associer des forces européennes à cette opération. La France est quand même la vigie de l'Europe au sud. C'est quand même elle qui garde en partie ses frontières. On ne peut pas partir comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est modifier le dispositif, le décaler un petit peu, laisser une force qui en fait serait une force de réaction rapide et qui se chargerait d'aller frapper uniquement quand le problème déborde. Oui, ça c'est possible. Là, oui, le dispositif européen, c'est une excellente idée et c'est ce vers quoi en fait le pouvoir français tend. Sauf que, je suis désolée, on parle de ça en permanence, mais ça ne marche. Enfin, c'est dérisoire. Aujourd'hui, les Suédois ont annoncé qu'ils allaient mettre 30 personnes, mais à la bonne heure, enfin, à la bonne affaire. C'est complètement anecdotique. Ça ne vaut que pour la force du symbole. Quant à l'Allemagne, les Français ont un problème énorme avec les militaires, avec l'Allemagne. Enfin, c'est une puissance de statu quo pacifiste qui n'est pas une puissance
une puissance combattante, et à chaque fois que l'Allemagne, en gros, veut sortir un fusil de sa poche, il faut qu'elle demande la permission au Parlement, qui de toute façon la lui refuse. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. J'imagine que vous allez répondre à ce qui vient d'être dit. Je vais simplement citer quelqu'un qui a été cité par Vincent Hugeux tout à l'heure. Il s'agit du général François Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées. Il déclarait pour sa part en février 2018, il n'y a pas si longtemps, « Je ne pense pas qu'il soit possible de régler le problème au Mali en moins de 10 à 15 ans, si tant est que nous le puissions. L'évolution de la situation au Mali n'est guère satisfaisante et nous n'en partirons pas demain sans qu'il s'agisse pour autant d'un enlisement. » Voilà ce que pensait notre chef d'état-major des armées françaises. Il nomme les choses. Ouais. Il dit les choses tout simplement. Bien entendu que les choses ne vont pas se régler ni en un an, ni en 2 ans. Et on revient toujours à la même chose. La solution, de toute façon, finale, ce qui fera la réussite, de toute façon, de cette opération, ça sera la posture qu'auront les États africains, c'est-à-dire leur capacité à se structurer, structurer leur gouvernement, leur ministère, être présents sur le terrain, avoir des forces de sécurité de l'intérieur, mettre en place un continuum de pénal. C'est ça qui fera la victoire pour que l'économie arrive. La victoire ne peut pas être militaire. Maintenant, il ne faudrait pas que nos partenaires africains jouent de ça. Parce que si on se dit la vérité, C'est ce qu'ils ont fait. pour certains, bien sûr, certains le font. C'est-à-dire que la corruption, vous savez qu'elle est présente, c'est une réalité, et que certains jouent de cette situation de conflit pour pouvoir faire leurs affaires. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Et d'ailleurs, c'est ce que le président de la République avait nettement fléché et dit lors du sommet de Pau, et pour que ça cesse et pour que ça puisse être que le sacrifice des Français, que ce soit financier ou que ce soit par le sang, et du sens, parce qu'il est inadmissible que de l'autre côté, nos partenaires africains ne prennent pas leur part. Donc la victoire viendra de leur posture. On voit que les choses changent depuis 1 an. C'est indispensable qu'ils gardent le cap. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on sera tout à fait légitime de se poser la question. Maintenant, dans tous les cas, l'effet final recherché dès le départ, c'était d'empêcher qu'il y ait un califat qui s'installe. Et ça, je pense qu'on gardera cette ligne. Vincent Hugeux, y a-t-il une perspective pour alléger ce dispositif du côté français, se retirer purement et simplement de cette opération Barkhane à terme, et si oui, quand ? La France est coincée dans un dilemme digne de la tragédie classique. On ne peut ni rester indéfiniment ni partir brutalement. Lorsque, voilà un peu plus d'1 an, Emmanuel Macron dit « toutes les options sont sur la table », c'est faux. Toutes sauf une, c'est-à-dire le retrait bête et brutal, parce que ce serait une reddition à fleur de sable, en rase campagne, et que ce serait évidemment un triomphe pour la propagande djihadiste. Donc ceci est exclu. L'objectif initial, rationnel, c'était une réduction de voilure graduelle et un passage de témoins à des forces africaines enfin opérationnelles. Eh bien, on n'en est pas là. On ne peut pas y parvenir sous cette forme. Et d'ailleurs, j'observe que récemment, eh bien, on a renoncé à la première phase de cette réduction de voilure. Et j'observe aussi autre phénomène préoccupant. On nous explique maintenant depuis près d'1 an, voire davantage, que la fameuse force Takuba, qui est cette force qui est supposée allier la crème de la crème des forces spéciales européennes, à laquelle Isabelle a fait allusion, eh bien que cette force va être en quelque sorte l'alpha et l'oméga du nouveau chapitre. Eh bien, on mesure à quel point les réticences de nos partenaires européens demeurent récurrentes et que, par exemple, la composante française commando au sein de cette force, eh bien, elle est bien supérieure à ce qui avait été projeté initialement. On évoquait tout à l'heure l'apport symbolique des Suédois, mais je ne pense pas que l'arrivée de 2 officiers néerlandais dans les semaines qui viennent va fondamentalement modifier le rapport de force sur le terrain. Ça sera le mot de la fin. Merci, un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc consacré à l'opération Barkhane au Sahel. J'ai cité le chiffre de 51 tués du côté français, du côté des soldats français. C'est le chiffre de 55 soldats tués qu'il faut retenir. Et donc, je m'en excuse. Et nous dédions bien entendu cette émission à ces soldats français qui sont tombés. 55 héros. 55 héros, dites-vous. D'une certaine manière, nous dédions cette émission à ces 55 soldats français tués durant cette opération et bien sûr à tous leurs proches. Vous pourrez réagir à cette